Mesdames et messieurs, bonsoir. À la faveur des derniers mouvements de grève, notamment des recalés de l'enseignement supérieur, à l'occasion de ce recrutement spécial qui a été ordonné par le président de la République dans les universités d'État au Cameroun, eh bien, un recrutement avec des grèves qui ont abouti d'ailleurs à un heureux aboutissement puisqu'ils ont finalement été retenus, entre guillemets, cap ce soir sur la contribution universitaire dans la gouvernance sociale au Cameroun, alors que l'État met les moyens à disposition pour que les uns et les autres soient à la fois recrutés, alors que l'État met les moyens pour que la formation ait lieu, alors que le système LMD est en cours au Cameroun depuis une bonne vingtaine d'années, que dis-je, une dizaine d'années dans notre pays, eh bien, une question s'impose: l'évaluation de l'appui universitaire à la gouvernance sociale au Cameroun et, grosso modo, à ce développement qui est tant attendu et bien entendu en lequel les Camerounais espèrent chaque jour, quel que soit le secteur d'activité. Par des colloques scientifiques lors des faits sociaux, notamment la crise dite anglophone ou d'autres sujets qui ont préoccupé les Camerounais, il n'y a pas eu des positions scientifiques des universités camerounaises sur ces questions-là. Gouvernance sociale, où sont donc les universités? Eh bien, c'est l'objet de notre débat ce soir en compagnie des invités qui ont été tirés sur le volet à l'occasion. Je commence par François Xavier Noah Edimbi. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir sur notre plateau ce soir puisque vous êtes chercheur associé au Centre africain d'études stratégiques pour le développement. Et bien entendu, on va parler beaucoup de développement ce soir pour voir quelle est la place des universités camerounaises. Mais vous êtes également militant d'un parti politique. Effectivement, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bienvenue sur ce plateau. Vous ne faisiez pas partie de ces indignés de l'enseignement supérieur. Ils se sont qualifiés ainsi au début de la grève. Quel est le sentiment que vous traversiez pendant que cela revendiquait à corps et à cri qu'ils soient recrutés? Un sentiment de déception. Déception dans le sens où lorsqu'on présente un État, c'est particulièrement ces chercheurs qui, si je puis dire, sont le reflet de cette institution étatique-là. Les voir ainsi traités, on va dire, ne reflète pas l'idée, voire l'image qu'on aimerait se donner du Cameroun, qui est actuellement, si l'on se réfère au projet de développement, est actuellement dans un domaine d'émergence en 2035. Et lorsqu'on parle d'émergence, effectivement, sous d'autres cieux, c'est d'abord la matière grise qui est présentée en premier. Donc, c'est un sentiment de déception dans le sens où l'attitude du gouvernement en ce qui est de cette jeunesse-là, qui, si je puis dire, sait ce qu'elle a à faire en ce qui est de la construction de la nation camerounaise, présenté de la sorte, c'est désolant. Docteur Joël Meyole, bonsoir. Bien, bonsoir, Justin Pierre Sono. Vous sortez de loin. Pourquoi? Parce que vous avez soupiré à la fin de la prise de parole de M. Edimbi. Mais en tout cas, je voulais vous présenter. Vous êtes enseignant d'université, historien de votre État et responsable également au ministère de l'enseignement supérieur. Vous avez côtoyé ces indignés à un moment donné de leur vie. D'abord, quelle est la situation? Est-ce que tous, finalement, ont été recrutés? Est-ce que c'est une partie? Dans quelles conditions? Écoutez, il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Je vous en prie. Après que les titulaires de doctorat ont engagé un processus demandant leur recrutement comme enseignant d'université, il a été procédé, comme dans les habitudes universitaires, à la tenue de ce qu'on appelle les CCRA dans les universités, les commissions consultatives de recrutement des assistants. Et se sont présentés un peu plus de 1700 candidats pour 1000 postes pour la première vague. Donc, il est évident que au bout du processus, la première sélection, que tout le monde ne peut pas être pris. Ça, c'est une évidence. Si vous avez 1700 candidats pour 1000 places, il est évident que au moins 700 ne seront pas pris. Alors, la mesure palliative qui a été prise, c'est de recruter 1000 titulaires de doctorat chômeurs.
Donc ce sont 1000 nouveaux emplois qui ont été créés en enseignement supérieur. Et d'ajouter à ces 1000 237 titulaires de doctorat, mais qui exerçaient dans la fonction publique. Ils sont enseignants, ils sont médecins, ils sont ingénieurs. Alors, ça veut dire qu'on est parti d'une proposition de 1000 pour 1237. Alors si on estime que c'est que ce soit une situation de désolation, eh bien bon, je comprends bien que mon ami soit dans son rôle en tant que davantage. Là, la prise de parole, je pense qu'elle était plus celle du représentant d'un parti politique de l'opposition. Et puis maintenant, pour ce qui est de ceux qui étaient là, ceux qui ont fait grève au ministère de l'Enseignement supérieur, je dis, écoutez, tout le monde aspire dans un pays comme le nôtre où l'emploi se raréfie et qui n'est pas un contexte camerounais, c'est un contexte mondial. Tout le monde aspire à travailler. Et qui plus est, des titulaires du diplôme, de l'ultime diplôme dans le système universitaire. Il est légitime, je dis que c'était légitime, que ces gens lancent un cri en réalité. Est-ce qu'on aurait besoin de cela? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je veux dire qu'on aurait pu faire, on aurait pu éviter cette autre crise sociale, entre guillemets, de voir les titulaires de doctorat PhD sur la place du ministère de l'Enseignement supérieur en train de revendiquer. Est-ce que c'est une belle image pour revendiquer un peu l'idée de M. Dimbi tout à l'heure? C'est pas au ministère de l'Enseignement supérieur qui vous devez poser cette question, c'est à ceux qui se sont mis dans la rue qui vous devez poser la question. Est-ce que le fait de dormir dans l'esplanade... De vous à moi, est-ce que s'ils n'avaient pas fait cela, ils auraient été recrutés? Non, encore qu'aujourd'hui, ils ne sont pas recrutés. De quoi s'agit-il? Ils ne sont pas recrutés. Là, le processus de recrutement indiquait 3 phases. Une phase en 2019, une autre en 2020 et une autre en 2021. Et on est revenu à cette réalité-là. C'est que la première phase a pris 1000. Alors pourquoi est-ce que la grève prendra pourquoi on a mis 500 fin? et la troisième prendra 500. Pourquoi ont-ils mis fin à la grève? Parce qu'on leur a promis. On a promis que la seconde vague de recrutement sera effective. Très bien. C'est vrai, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions des politiques publiques. On est bien là en plein dans le débat. Ils n'ont pas été recrutés. Je voudrais qu'on conduise très rapidement cette question-là avant de rentrer dans notre débat de fond ce soir. Vous y croyez? C'était une pichenette du professeur Jacques Famundongo? Je sais par expérience que le professeur Jacques Famundongo est un négociateur très habile. Je sais également, sur la base d'un ensemble d'indicateurs objectifs, que sa parole est digne de foi. C'est-à-dire concrètement que lorsqu'il prend un engagement, et pour ce qui concerne le fait dont nous parlons, de procéder à la possibilité d'examiner d'une manière ou d'une autre les dossiers des docteurs qui ont contesté leur non-recrutement dans la première vague, il est évident que cette prise de parole s'accompagnera d'actes. Maintenant, nous n'avons pas été au fait du contenu plus fin des négociations ou alors des échanges qui ont eu lieu entre les grévistes et le professeur Jacques Famundongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et vous comprenez la difficulté dans laquelle nous nous trouvons de pouvoir aborder une question à laquelle nous n'avons pas été acteurs de premier rang. Allez, je voudrais dire qu'on n'était pas particulièrement concentré à faire cela, mais je voudrais qu'on parle actuellement de ce qui nous interpelle le plus ce soir, à savoir l'impact de l'université dans la gouvernance sociale. D'abord, peut-être pour décaler un peu, est-ce que vous avez l'impression que le ratio est respecté au Cameroun en termes du nombre d'enseignants par étudiant? Si vous le permettez, je vous en prie. J'aimerais revenir sur les propos du professeur en ce qui est du dossier du recrutement. Bon, il faudrait déjà rappeler qu'il y a une ossature juridique en ce qui est du recrutement des assistants dans les universités camerounaises. Et cela est régi d'après le décret numéro 93 du 19 janvier 1993. Tout à fait, oui.
Et si l'on se réfère aux dispositions générales, particulièrement ce qui est du chapitre 2, le recrutement débute à partir du master, du DEA et du DSS. Ça, sont les recrutements ordinaires. Donc, il y a une ossature. C'est peut-être pour ça qu'on parle de recrutement spécial, là, après ce qui a été ordonné par le président de la République. Effectivement, le recrutement social vient pour pouvoir desservir une demande spécifique en ce qui est, si je ne m'abuse, des docteurs étant formés dans les universités et qui se retrouvent dans un domaine de non-emploi. Ça, c'est un aspect spécifique, spécial. Mais en ce qui est du recrutement, dans nos universités, il y a un texte qui régit les recrutements. Depuis 2011, il n'y a pas eu de recrutement, ce qui est donc alors... Non, non du depuis tout. 2011. Non, non, du tout, du tout. Si vous permettez, vous pouvez pas le dire. Il y a les remplacements. Vous permettez, non, s'il il y a vous eu un plaît. recrutement, je vais préciser les choses dans le Vous contexte. permettez, s'il Il y a vous eu un recrutement spécial en 2011. Et depuis 2011, il y a ce qu'on appelle les remplacements numériques dans les universités. Je peux pas permettre de le dire. Vous permettez. Bien, il vous a permis maintenant, avancez. Okay. En ce qui est des recrutements, j'ai dit ordinaires, depuis 2011... Alors peut-être que vous parlez de recrutements spéciaux, Non, et lui pas de recrutement à caractère ordinaire. Je dis, il y a eu un recrutement spécial en 2011. Et depuis 2011 jusqu'au jour, il y a des recrutements ordinaires qu'on appelle les remplacements numériques dans les universités. Oui. Oui, je voudrais quand même faire observer que nous traitons d'une question assez délicate. Il est important que... Il y a des questions moins délicates quand il faut parler de l'insécurité sociale. Soit dans la délicatesse de ce que nous sommes en train de dire. À l'université, jusqu'au grade d'assistant, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'un recrutement définitif en termes d'exercice de la profession d'enseignant-chercheur. Vous devenez définitif à partir du grade de chargé de cours. C'est la raison pour laquelle les assistants qui sont essentiellement révocables pour passer au grade de chargé de cours, c'est-à-dire au stade définitif, doivent passer un ensemble d'étapes. Pour ce qui concerne les recrutements, toutes les années se tiennent dans toutes les universités publiques au Cameroun des commissions de recrutement des assistants qui statuent à la fois pour les assistants à recruter au sein des universités publiques, mais également pour les assistants à recruter par les universités publiques pour le compte des institutions universitaires privées. Je pense que notre collègue est en train de parler des recrutements dans un cadre massif, dont le précédent date effectivement de 2011 et qui est suivi par le dernier qui est une offre spéciale du chef de l'État. Il faut noter que c'est une offre qui répond à une demande très forte dans la mesure où... Je vous ai posé la question du ratio tout à l'heure, vous n'avez pas apporté d'éléments de réponse. Une demande très forte dans la mesure où l'enseignement supérieur au Cameroun baigne dans une ambiance de sous-encadrement. Non pas dû au fait d'absence d'encadreurs, mais au fait de la difficulté de l'État par les mécanismes de financement à pouvoir assumer cette fonction. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une oxygénation arrive telle que celle faite par le président de la République à travers ce recrutement spécial, c'est l'enseignement supérieur qui se trouve en situation de joie dans la mesure où nous allons nous rapprocher davantage des perspectives de ratio pertinents qui permettront donc une plus grande prise en charge de la recherche. Est-ce que vous pouvez décliner le ratio, j'ai envie de dire, conventionnel, et vous déclinez également celui du Cameroun? Il faut dire ici que chacune des communautés, en fonction de sa culture, en fonction de son niveau de développement, établit ses ratios. Le Cameroun est quand même membre de l'UNESCO, monsieur Assembe. Il ne faudrait pas penser... Oui, vous avez... Nous sommes quand même membres de l'UNESCO. Je voudrais que vous décliniez ces éléments-là. Vous avez votre raison... Et je sais que vous les connaissez. Vous avez votre raison de parler de l'UNESCO et je vais dire en toute responsabilité ici
que la culture américaine n'est pas la culture française n'est pas la culture camerounaise, la culture camerounaise n'est pas la culture nigériane, et nous ne saurions, du point de vue de cette culture et du point de vue des mécanismes technologiques qui l'accompagnent, parce qu'il faut prendre en charge le niveau de développement d'une communauté, nous ne pouvons pas parler d'universalité des ratios. C'est une vue qu'on aborde dans les instances de concertation internationales qui sont dominées par des idéologies. Permettez-moi de vous le rappeler, qui sont dominées par les idéologies. Nous ne pouvons donc pas, en tant que Camerounais, parler de la pertinence endogénéisée de ces ratios pour arriver à nos ratios qui sont des ratios qui tiennent compte de notre niveau de développement, de notre capacité d'encadrement et de notre capacité à pouvoir financer l'activité que nous sommes. Très bien. François-Xavier Noah Zimbi, le chercheur associé à ce centre africain d'études stratégiques pour le développement, je voudrais qu'on lance le débat de fond ce soir sur la question de l'impact justement de l'apport de l'université camerounaise dans les politiques publiques. Grosso modo, vous avez l'impression que l'université camerounaise est là chaque fois qu'il y a eu un problème qui interpelle le Cameroun. Est-ce que l'université s'est prononcée? Est-ce qu'elle a apporté son regard et puis sa solution scientifique? Bon, cela dépend de la perception que l'on a de votre question, si l'on est, si je puis dire, au camp d'en face ou pas. Mais actuellement, on est en train de politiser. Non, je voudrais qu'on parle de science. Oui. Bon. En ce qui est de la question que vous m'avez présentée, je vais dire que c'est à demi-teinte, dans le sens où, lorsque l'on présente l'université comme étant le bras séculier qui, de façon systématique, par des recherches scientifiques, participe à comprendre, cerner et proposer des recommandations à ce qui est de la gestion axée sur les résultats. Lorsqu'on revient dans le contexte camerounais, on se rend compte qu'il y a un déphasage. Pourquoi? Parce que l'on ne voit pas de manière concrète l'évolution et les propositions dans le domaine universitaire. Je m'explique. En ce qui est, vous l'avez fait comprendre, de la grève des recalés. Bon, on se sera attendu de voir nos aînés et nos chercheurs faire des propositions et d'abord présenter le contexte. Mais lorsque ces propositions sont en fait, elles sont, si je puis dire, trempées dans une réflexion politique. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, si vous me permettez, qu'on ne pourrait pas dire, qu'on ne doit pas dire en fait, pour ne pas... Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Ce qui fâche. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui fâche? Que le système universitaire vraiment ne représente pas ce qu'il devait représenter en termes de politique. Alors, qu'est-ce que l'université camerounaise devait représenter et qu'est-ce qui est sous vos yeux? Sous nos yeux, on va dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où, en ce qui est de la construction maîtrisée du développement, si je prends peut-être l'exemple du domaine minier, on se sera attendu que les propositions en question d'intersectorialité de gouvernance participent, on va dire, à la maîtrise et à la gestion des ressources naturelles. Ce n'est pas le cas? Vous me direz? Peut-être qu'il faut que je pose la question au docteur. Professeur, depuis quelques jours, depuis 48 heures d'ailleurs, on vous réitère nos félicitations sur ce coup-là. Professeur Joël Meyolo, il faut désormais, il va falloir s'y habituer. Est-ce que ce que dit M. Zimbi doit être perçu comme étant une réflexion par rapport à tel ou tel sillage, ou alors c'est complètement, il a pris le champ du secteur minier, il n'y a pas de contributions scientifiques dans ce sens-là pour l'exploitation et puis évidemment la mise sur le plan de l'intérêt général des ressources nées de cette exploitation. Oui, je crois que le problème davantage au Cameroun, c'est celui de la valorisation de la recherche. Ce n'est pas celui de la recherche. C'est la valorisation de la recherche en réalité. Parce que si vous faites un tour dans les universités, dans les laboratoires, si vous interrogez les productions faites par les enseignants, si vous interrogez les travaux réalisés par les étudiants, vous vous rendez bien compte que, au fond, le problème, c'est de pouvoir sortir ces recherches et permettre à l'université de jouer l'un de ses rôles fondamentaux, qui est l'appui au développement.
Parce qu'on va prendre, je prends le secteur minier. Quand vous prenez une école comme les GEM de Minganga, vous vous rendez compte que toute l'Afrique centrale ou la sous-région forme des ingénieurs miniers dans cette école. Forme des ingénieurs de réservoir dans cette école. Et vous voyez les partenariats que cette école a noués à travers le monde. Vous posez la question de savoir, what next? Qu'est-ce qu'on fait de ce champ-là? La faute au gouvernement? En réalité, il s'agit de la valorisation des fruits de la recherche. Maintenant, il faut bien se dire que la recherche est valorisée quand on est dans une perspective d'ensemble. Il faut qu'on pense une politique d'ensemble. Il faut penser une politique d'ensemble. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de créer une instance qui coordonne la recherche au Cameroun. Et donc, qui aura pour tâche, l'une des tâches essentielles, fondamentales, serait la valorisation des fruits de la recherche. Une réaction avant que vous ne continuiez? Oui. En ce qui est des propos du professeur, quand vous parlez de valorisation, effectivement, je suis dans ce contexte-là. Vous avez dit qu'il faudrait donner du cap. Et par rapport à ce cap, je pense que lorsqu'on se donne un cap, on aimerait voir la construction d'une politique de défense et de sécurité. Et la politique de défense et de sécurité, si je puis dire, est l'image, la représentation que se donne un État et les objectifs qui se donnent à long terme, moyen et à court terme dans les aspects politiques, stratégiques et même économiques. Si l'on se réfère donc alors à cette politique de défense et de sécurité, s'il en existe au Cameroun. Vous doutez de son existence? S'il en existe au Cameroun, lorsqu'on revient à ce qui est du domaine de la recherche et du développement, qui est, on va dire, le domaine le plus important dans la recherche scientifique universitaire, l'on se rend compte qu'elle n'est pas prise en considération. Vous avez pris l'exemple de l'école de Minganga. Monsieur le professeur, je suis désolé, c'est vrai, nous formons, mais où est donc alors l'impact de ces personnes formées-là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont en sous-emploi. Ils sont en sous-emploi. Non, écoutez, à ce niveau, vous le permettez. Allez-y. Donc, à ce niveau, en ce qui est donc alors de cette valorisation de la recherche, à l'époque du premier président Ahidjo, il y avait ce qu'on appelait un haut fonctionnaire de défense et de sécurité, qui était le goulot, si je puis dire, transitoire en ce qui est des politiques publiques et du domaine de la recherche. Il n'existe plus aujourd'hui. Il participait à ce que les recherches scientifiques permettent un développement concret sur le terrain, ce qui n'en est pas aujourd'hui. Ce qui était d'ailleurs sous-tendu par le plan quinquennaux, vous semblez dire. Mais pour que vous poursuiviez, peut-être qu'il a complètement raison. D'ailleurs, le GICAM, qui est quand même la météo en termes d'emploi et donc l'outil transitoire entre la formation et l'utilisation des cadres qui sont formés, le GICAM a souvent décrié la qualité de la formation des universités camerounaises. Non, mais écoutez, je ne dirais pas que le GICAM soit de mauvaise foi. Je n'ai pas envie de le dire, mais le 10 octobre 2010, au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a eu une convention entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le GICAM. Plein dans le processus de professionnalisation des enseignants. Alors, depuis la signature de cette convention, il y a un ensemble de mécanismes qui ont été mis sur pied au ministère de l'Enseignement supérieur, notamment le programme 242 sur la professionnalisation des filières classiques au ministère de l'Enseignement supérieur et l'ouverture qui a été faite avec les IPES pour la formation des étudiants. Mais on s'interroge encore aujourd'hui sur la réelle volonté du GICAM d'intégrer ces milieux-là. C'est bien beau de dire que ça marche, mais quelle est la contribution du GICAM, la contribution réelle du GICAM depuis la signature de cette convention? Et donc je pense que pour revenir à la préoccupation de base, c'est-à-dire l'apport de la recherche dans l'université, l'une des composantes des missions de l'université dans le développement. L'expérience montre, et c'est un problème mondial. Aujourd'hui, il faut mettre beaucoup d'argent dans la recherche. Mais quelle est la réalité de notre budget? Donc vous accusez le budget. Quelle est la réalité du budget? Vous estimez que... Il faut mettre suffisamment d'argent dans la recherche et se dire que nous ne partons pas de néant. Parce qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite
dans l'université, dans les universités. Il faut faire un tour. Et je dis, pour moi, la préoccupation fondamentale aujourd'hui, c'est de valoriser ces éléments de la recherche. Henri Séverin Sembe, il y a la recherche qui est faite dans les universités, on l'a entendu tout à l'heure. Mais pourquoi cette même recherche ne s'est pas prononcée lorsqu'il y a eu des questions sociales qui se sont posées? On n'a pas vu les universités se prononcer sur la crise anglophone, on n'a pas vu l'université camerounaise se prononcer sur d'autres sujets d'intérêt général. Est-ce à dire que l'université est complice, elle est proche du pouvoir? Monsieur Essono, vous donnez l'impression de vivre sur une autre planète. Lorsque je le dis, c'est parce que tous les indicateurs objectifs montrent que l'université se prononce de manière quotidienne sur les questions sociales. Je vous expliquerai un peu. Donnez-moi quelques cas de figure. En tout cas, je voudrais qu'on s'entende là-dessus. Toutes les semaines sur Cameroun Tribune, une institution qui est lue sur l'ensemble du territoire et au plan international. Vous avez des tribunes. Vous avez des tribunes publiées, écrites et éditées par des universitaires. Au niveau du gouvernement, allez à la primature. Quels sont ceux qui traitent les dossiers? Ce sont les universitaires. Allez à la présidence, allez dans les ministères. Ces universitaires qui appartiennent à l'université, ne vous appuyez pas sur le fait qu'ils soient en situation de détachement ou mise à disposition pour imaginer qu'ils ne font pas partie de l'université. Lorsque vous parlez de Séraphin Fouda, qui est secrétaire général des services du Premier ministre, il s'agit d'un universitaire. Lorsque vous parlez de Jacques Famundongo, qui est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, il s'agit d'un universitaire. Lorsque vous parlez d'Ayem, qui est à la présidence, il s'agit d'un universitaire. Mais monsieur Essono, vous vivez sur quelle planète? Vous donnez le sentiment de ne pas vivre au Cameroun. C'est pas parce qu'on va organiser. Vous avez l'impression que vous ne vivez pas au Cameroun? C'est pas parce qu'on a organisé un colloque, une conférence, un atelier ou un séminaire qui peut briller par un caractère spectaculaire que l'université s'est exprimée sur une question. Non, l'université s'exprime sur une question en tout lieu, de toutes les manières et suivant toutes les modalités qui sont mises à sa disposition. Donc on peut dire aujourd'hui que l'université camerounaise s'exprime au quotidien relativement aux questions qui interpellent la gouvernance sociale au Cameroun. L'université camerounaise se prononce toujours sur les questions qui rythment la vie de l'État camerounais. C'est simplement les modalités qui peuvent être moins spectaculaires que ce à quoi vous vous attendez. Je vais le rappeler, sur Cameroun Tribune, toutes les semaines, vous avez des tribunes. À la CRTV, radio et télé, vous avez des interventions. Hier soir, je regardais Canal 2 et je voyais bien Pascal Charlemagne Msanga Nyamding intervenir. Au nom de quoi intervient-il? Puisqu'il s'agit d'un universitaire en fonction. J'ai en face de moi le professeur Meyolo qui intervient. Mais au nom de quoi intervient-il? Il intervient en sa qualité d'universitaire. Je voudrais simplement dire que non. L'université camerounaise intervient sur toutes les questions qui concernent la vie de l'État. Elle est très présente. Peut-être que nous pourrions lui demander d'aller un peu plus loin, de telle sorte que ces interventions puissent être plus lisibles en tant qu'intervention d'universitaire et accessible au commun des mortels, qui n'a pas toujours la possibilité de réaliser les décryptages que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Alors, M. Nouaïtimbi, quelle que soit la chapelle, la réponse, elle vous satisfait ou pas, celle de M. Asembe? Bon, en ce qui est de sa réaction, je voudrais dire qu'en ce qui est des productions scientifiques, il y a des productions scientifiques. On ne pourrait pas signifier que nos instances universitaires ne produisent pas. Mais comme l'a si bien dit le professeur, c'est que c'est une question de valorisation en termes de développement. Bon, ici, revient alors la question du politique. Qu'est-ce que le politique fait pour pouvoir alors prendre en considération ces propositions, ces recommandations venant de l'université pour pouvoir participer au développement de la société? Donc, c'est essentiellement ce que je veux. Alors, une réaction? Non, oui. Je disais quand même, il faut quand même se dire que... On semble unanime là. Nous sommes d'accord sur un fait. Vous êtes d'accord avec M. Timbi sur ce coup-là? Il faut davantage la valoriser. Il faut davantage donner des moyens. Il y a des efforts qui sont déjà faits. Alors la question c'est où est-ce qui est payé aux enseignants tous les trimestres en fonction des grades. Les primes trimestrielles qui sont payées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère des Finances. Ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui paye les primes. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas de caisse pour payer les primes. Et c'est peut-être l'occasion de préciser un certain nombre de choses à mes collègues. C'est-à-dire que la procédure administrative, que le ministère fasse une demande et que ce
soit le ministère des Finances qui procède au paiement des primes. Mais non, c'est la réalité des faits. C'est pas le ministère qui paye la prime. Moi, je voudrais dire, Ghislain Pierre, sur la question que nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous sortons d'une période très difficile pour l'université camerounaise, la fin des années 80-90, qui a amené ceux qui nous accompagnaient à exiger de nous de renoncer ou alors de diminuer la quantité de financement qui était apporté à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment aux secteurs sociaux. Cela a contribué à déstructurer tout ce que nous avions déjà mis en place, que l'État camerounais a désormais le devoir de reconstituer. Lorsque vous observez au début des années 2000, le grand basculement qui intervient avec la professionnalisation des enseignements qui se matérialise aujourd'hui, et je vais attirer votre attention dessus, par certains programmes au niveau de l'enseignement supérieur, notamment le premier en charge de la professionnalisation des établissements facultaires, c'est-à-dire pour tourner les établissements facultaires qui mettent sur le marché des produits qui ne sont pas destinés au type d'emploi que la société réclame. Et c'est peut-être là l'intérêt du GICAM qui revendique. Je vais arriver à ce niveau. Et qui sont appelés à exercer une activité pour laquelle ils ne sont pas formés. Lorsque vous sortez de faculté, vous êtes destiné à poursuivre un cycle long. C'est comme si vous avez une maison à étage à construire et une maison sur pied à construire. Vous ne faites pas la même fondation. C'est ce qu'on fait en faculté. On fait une fondation costaude pour préparer à la recherche. Dans l'enseignement professionnel, il y a également un programme appui à la composante technique et professionnelle. Et j'attire votre attention sur l'indicateur. Aujourd'hui, l'indicateur se rapporte au nombre de diplômés produits par ces écoles professionnelles. Lorsque vous êtes à l'analyse stratégique de l'indicateur, on ne s'intéresse pas encore au contenu, on s'intéresse encore à la quantité de professionnels produits. Cela signifie que le Cameroun réalise une marche progressive qui nous amène d'abord, à produire en quantité, ensuite à passer au segment complémentaire, à produire en qualité. Alors, je vous coupe tout de suite. Pourquoi donc, dans ce sillage-là, il y a comme un combat entre l'université et l'université? Pour ce qui est des diplômes à caractère professionnel, il y a eu un débat qui est encore pendant d'ailleurs sur le doctorat professionnel. Je dois dire ici que nous devons tenir compte de l'encadrement normatif de toutes les activités. Vous savez, quand vous menez une activité qui est en difficulté vis-à-vis du cadre normatif, c'est-à-dire qui a de la difficulté à être encadré par les dispositions réglementaires en vigueur. Mais il y a un texte qui régente un peu l'activité au niveau de la sous-région Afrique centrale et une directive de la CEMAC qui devait s'abattre sur l'ensemble des 6 pays qui sont concernés par cette ordre de l'enseignement. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a comme un combat entre l'université et l'université. Il ne s'agit pas d'un combat. Une directive communautaire pour prendre corps dans un pays a besoin d'être internalisé. Or, en l'état actuel de la question, le droit camerounais, le cadre normatif camerounais s'exprime de manière claire sur les sujets que vous êtes en train d'interpeller et je pense que l'université camerounaise est en accord avec elle-même dans le cadre du respect de la réglementation qui permet quand même de maintenir un certain ordre public. Vous savez que la réglementation a pour objectif la régulation, le respect de l'ordre public et l'encadrement de la vie dans la société. Une société ne vit pas sans règles. Dès que vous êtes en dehors de la règle, vous posez un problème d'ordre public qui nécessite bien entendu un recadrage. L'intervention du sous-préfet. Ça peut être le sous-préfet, ça peut être le maître du plateau tel que vous l'êtes en ce moment, ou alors le chef de plateau à Canal 2 qui nous dira à 19h30, Monsieur Top,
cette émission, c'est terminé. Très bien. Alors, M. Djimbi, vous êtes d'avis sur la question de l'enseignement, de l'évaluation du système LMD. Vous, là-bas, dans votre chef de cabinet, celui du MRC, vous dites tout est au mieux dans le meilleur du monde possible. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pourrais vous avez le droit de vous exprimer. Adhérer aux propos de mon copanéliste. Monsieur Assembe. Monsieur Assembe, désolé. En ce qui est de cet aspect des choses, j'aimerais dire que on est en train, dans notre parti, de ressusciter et de proposer, on va dire, une valorisation de la recherche scientifique en ce qui est de la production du développement. Si l'on revient sur la problématique et la préoccupation d'enseignants contre enseignants, bon, sans vouloir entrer dans le secret des rois, l'on s'est rendu compte que c'est une guéguerre entre personnalités, on va dire, universitaires et surtout politiques. Quelles sont ces personnalités? Bon, je m'abstiens de... Vous avez le droit de le dire. Bon, vous les connaissez. Je ne les connaissais pas, bon. Sinon je n'allais pas poser la question. Bon, soit, bon, en ce qui est donc alors de cet aspect... Vous connaissez, professeur, qui sont les opposants sur cette question? Enfin, je ne sais pas fixé sur exactement de quel contexte il parle. Donc. Vous ne voulez pas dévoiler? Non, moi je m'abstiens parce que c'est connu. Bon. Non, ce n'est pas connu de nous sur ce plateau, il faut le dire. Bon, en ce qui est donc, alors il s'agit de, on va dire, la guéguerre entre le recteur actuel de l'université de Yaoundé 2 et celui de l'université de Douala. En ce qui est de la nécessité et l'utilité d'un doctorat professionnel. Je m'arrête là. Bon, en ce qui est donc alors de l'aspect tant bien présenté, il est question ici de pouvoir permettre, comme je l'ai signifié, la valorisation de la recherche en ce qui mais ça fait partie, je veux dire, du travail au quotidien du ministère de l'Enseignement supérieur. Le MRC aurait dû proposer quoi s'il était arrivé au pouvoir? Quelle serait devenue la recherche? Quelle aurait été la contribution de l'université au développement? Le MRC présente d'abord les éléments tels qu'ils sont, dans le sens où, en ce qui est de la recherche, il ne faudrait pas politiser la recherche. On le voit sous d'autres cieux, lorsqu'il s'agit de construire un État, que l'on soit de chapelles politiques différentes, on appelle les matières... Ghislain Pierre-Essonno, je ne saurais rester indifférent à ce type d'information. La recherche consiste essentiellement à mettre en mouvement une activité institutionnelle, c'est-à-dire la politique. Je lisais un ouvrage il y a quelques semaines qui disait « Les États-Unis, dans le cadre de leur politique guerrière, ont mis 3 000 milliards de dollars pour accompagner la recherche. » Lorsque Adolf Hitler avait ses envolées impérialistes, il avait massifié l'investissement dans la recherche. C'est le cas d'évoquer ici la différence entre la recherche individuelle qui peut produire des résultats et la recherche institutionnelle, qui est une activité organisée, qui relève des politiques publiques, qui est mise en œuvre au sein des universités de manière orientée à la recherche des résultats précis. Je vous prends un cas simple. Lorsque vous allez au ministère de l'Enseignement, lorsque vous allez à la recherche scientifique et que vous travaillez sur le sida, on sait très bien que l'investissement qui est consenti par l'État doit nous permettre d'arriver aux résultats amenant des solutions à la question du sida, à la question du paludisme, à la question du cancer. C'est ça la recherche institutionnelle. Elle bénéficie d'un mouvement financier important. Elle rentre dans le cadre des politiques publiques. Et cette recherche institutionnelle est fondamentalement plus puissante et plus utile que la recherche qui se fait de manière isolée par des enseignants au petit bonheur, la chance, qui peuvent donc arriver à des résultats que leur permettent leurs modestes moyens. Monsieur Djimbi, terminez donc. Malheureusement, mon copanéliste fait une confusion. Lorsque je m'appesantis sur l'importance de la recherche, pour qu'une recherche puisse avoir une certaine utilité en ce qui est du développement, on doit permettre aux chercheurs de s'exprimer, même si je puis dire, sur les questions qui fâchent. C'est ça. Au Cameroun, vous avez l'impression que les chercheurs ne s'expriment pas sur les questions qui fâchent. D'abord, quels sont ces sujets qui fâchent? On va prendre l'exemple de
la crise anglophone. On le sait depuis la période des indépendances qu'il y a un souci entre le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Lorsque il y a l'indépendance de l'État du Cameroun, en 1961, il y a un rapprochement avec le Southern Cameroun qui a décidé de se ramener de notre côté. Par la suite, il y a eu une frustration qui a eu à s'extrapoler à l'ère du régime Biya. Actuellement, ce sont les questions de fond. Il faudrait que l'on permette aux ressortissants des régions du Nord-Ouest de s'exprimer dans leur conception anglo-saxonne de la représentation de l'État. Professeur Joël Mayolo, est-ce que ce qu'elle dit là, par rapport au fait qu'on n'a pas laissé les universitaires s'exprimer et qu'on préfère avoir l'opinion, j'ai envie de dire, positive, est-ce que c'est ce qui a, par exemple, abouti à ce qu'il y a un certain nombre de défaites sur la gestion des professeurs Bayeberg, Alain Fauré et consorts qui se sont sentis marginalisés? Mais avant de répondre à la question, je voudrais vous faire une précision. C'est que tous les États au monde, pour se développer, on constitue une classe d'intellectuels. Il faut qu'on se le dise. Parce que je vois bien dans le discours de M. Noé Dimbi qu'en réalité, on est intellectuel et chercheur fondamentalement quand on s'oppose. Non. Tous les États au monde se sont appuyés sur les intellectuels, ont défini une vision, et ont dit aux intellectuels, voici le chemin qu'on veut suivre, aidez-nous à atteindre les objectifs. Première chose. La seconde chose, c'est que si un temps soit peu, vous vous intéressez aux productions scientifiques des intellectuels, vous verrez bien que la question anglophone, elle a été abordée abondamment. Je suis l'un des auteurs. Mais le souci n'est pas avoir un truc abordé, le souci est de prendre en considération les recommandations. Écoutez, je suis l'un des auteurs qui a travaillé dessus. Moi aussi, j'en suis un auteur. Okay? Et qui a fait des propositions pendant le grand dialogue. Est-ce qu'elles ont été appliquées? Elles ont été appliquées. Elles ont été appliquées. À géométrie variable. Elles ont été appliquées. À géométrie variable. Maintenant, et ça revient à la préoccupation de départ, c'est que tous les États au monde, il faut bien le retenir, je dis bien tous les États au monde, ont constitué une classe d'intellectuels qui ont soutenu des idéologies, qui ont soutenu la recherche, et ces États ont avancé. Et ils ont le choix entre soutenir l'idéologie et ne pas soutenir. C'est la liberté de l'intellectuel. Vraiment, c'est la liberté de l'intellectuel. Comme c'est la liberté de tout le monde de le faire. Alors, est-ce que les frustrations, ou si l'on veut, le contexte des discussions ou des malentendus qu'il y aurait eu entre les enseignants est la preuve que le système universitaire camerounais ne soit pas dynamique? Écoutez, dans chaque environnement où les individus se retrouvent, il y a soit des relations d'amitié, soit des relations d'inamitié, parce que où les gens se retrouvent, il y a généralement la confrontation des intérêts. Alors, dites-moi. Et donc, les problématiques, les situations comme celle des collègues que vous avez évoquées tout à l'heure, ne me semble pas que ça ne peut pas seulement se lire dans une perspective politique. Eh bien, il s'agit des relations entre les êtres humains. Et vous avez vu l'aboutissement, notamment le procès Bayeberg, le procès Soso, qui se sont retrouvés, ils se sont réconciliés. Dites-moi, puisque vous dites qu'il y a une telle cet acabit de formation et d'impact qui se porte plutôt bien dans l'université camerounaise, comment comprendre le classement des universités camerounaises par rapport à l'Afrique, par rapport au monde? Écoutez, ça c'est une très bonne question. Dernièrement, je discutais avec des responsables d'une université sud-africaine. L'un des critères essentiels, c'est la visibilité de l'université. C'est pas qu'il n'y a pas de travaux qui sont faits à l'université camerounaise. Vraiment, prenez seulement, je vais prendre comme élément, comme base de réflexion, la qualité de nos étudiants hors du Cameroun. Je vais prendre comme base d'information la qualité de nos enseignants à l'international. Mais ce n'est pas la productivité camerounaise intellectuelle qui pose problème, c'est la visibilité. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les responsables des universités. Il faut qu'une université ait un site internet qui est mis à jour. Il faut qu'une université informe sur ses productions. Il faut qu'une université informe sur
les travaux de ces enseignants, de ces étudiants. C'est là le véritable problème. C'est que nous ne mettons pas suffisamment d'argent dans, je dirais, dans la publicité administrative. Nous ne la faisons pas. Et or, la visibilité est l'un des critères fondamentaux qui détermine le classement dans les universités. Une réaction avant que je donne la parole à M. Assembé, oui. J'aimerais bien que le professeur avance dans sa logique, mais je suis désolé, dans le sens où, en ce qui est de la visibilité, comme vous l'avez signifié, des universités ailleurs, elles se maîtrisent et elles se jaugent en ce qui est de la production scientifique qui participe à l'aide à la décision. Voilà pourquoi, sous d'autres cieux, particulièrement si on parle de la Silicon Valley, les productions technologiques participent à améliorer les conditions de vie des populations. Voilà, c'est à partir de ces aspects, de ces critères, que l'on voit quelle est l'importance et la qualité des universités ailleurs. Donc, je suis désolé, le professeur, mais en ce qui est donc alors de cette valorisation-là, elle n'a pas... Elle fait défaut au Cameroun. Elle fait défaut au Cameroun. Monsieur Assembé, Henri, c'est vrai. Est-ce que, je voudrais qu'on aborde un autre aspect de ce sujet, il nous reste moins de 10 minutes. L'université camerounaise enseigne bien entendu les paradigmes dans le cadre de la science qui est mise à la disposition des apprenants. Ces paradigmes-là ont souvent trait à la gouvernance. Mais aujourd'hui au Cameroun, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chefs d'établissement, des recteurs d'université qui sont en prison. Est-ce que la gouvernance n'a pas fait faillite au sein des campus universitaires? C'est une question dont les réponses ne sont pas aussi évidentes que vous pouvez l'imaginer. Les questions qui concernent la gouvernance sont assez complexes et partent de plus loin de ce que vous évoquez. Il ne s'agit pas seulement de regarder combien de responsables d'université sont en prison. Il s'agit aussi de questionner par quel mécanisme ils arrivent à cela. Comment est-ce que l'encadrement juridique de la gouvernance est fait dans notre pays? Ghislain Pierre, je vais vous rapporter une anecdote simple. Nous sommes en séminaire sur la faute de gestion et à l'époque, secrétaire permanent à la commission de discipline budgétaire et financière, ça s'appelle toujours CDBF, au CONSUP, nous explique que la faute de gestion concerne l'ensemble des actes posés qui sont susceptibles de porter préjudice à l'organisation qui vous emploie. Lorsque vous êtes dans cette approche, vous comprenez que même lorsque vous avez mal noué votre cravate, vous êtes en situation de faute de gestion. Si vous vous retrouvez dans un bar et que la discipline organisationnelle ne concède pas que vous puissiez vous exprimer en état d'ébriété, vous êtes en situation de faute de gestion. C'est la raison pour laquelle on catégorise les fautes de gestion en fautes déontologiques, fautes professionnelles, avant d'arriver à celle qui vous intéresse le plus, la faute financière. Et lorsque vous entrez dans le cas de la faute financière, mais Ghislain Pierre, je vais vous poser la question. Je crois que c'est moi qui pose la question sur ce plateau. Oui, c'est une façon de vous répondre. Merci. Vous avez un incendie à Canal 2 tout de suite. Vous, en tant que gestionnaire, vous devez prendre une décision. La première, c'est de convoquer la procédure qui prendra une journée, une semaine, un mois pour arriver à autoriser l'acte d'éteindre l'incendie. Ou alors, vous dites, je grille la procédure et je sauve le patrimoine. Voilà le type de questions auxquelles oui, mais sauf que vous-même, vous avez dit sur ce plateau que nous sommes dans un système universitaire normé, il faut respecter les normes. Voilà le type de questions auxquelles le gestionnaire est confronté de manière permanente. Et on convoque donc à la fois la gestion administrative qui s'appuie sur les procédures
et la gestion politique qui, elle, ne s'appuie pas forcément sur les procédures. La gestion politique est une gestion d'opportunité. On doit résoudre un problème. La gestion administrative est une gestion respectant le cadre normatif, c'est-à-dire on respecte les procédures pour arriver à la résolution d'un problème. Et l'option camerounaise, de l'université camerounaise. Le Cameroun a intégré depuis plusieurs années les paradigmes liés à la gestion axée sur les résultats. Il est donc clair fondamentale entre la gestion politique qui vise les résultats et qui est fondée sur l'opportunité et la gestion administrative qui est fondée sur la procédure et qui vise simplement à respecter les normes. Les conséquences de cela, c'est quoi? C'est que au plan administratif, le gars qui a la charge d'assurer l'administration se contente de très faibles résultats parce que dans le cadre de la gestion administrative, il est excessivement difficile de faire des résultats que la société attend. Très bien. Monsieur Djimbi, dernier acte de notre débat, la politisation de l'université camerounaise, c'est souvent le théâtre d'un certain nombre de combats entre élites, là, à tort ou à raison d'ailleurs. Les années 90 nous ont montré qu'il y a eu l'existence du Parlement, il y a eu le Code, il y a eu l'ADEC. Est-ce que c'est toujours cet espace de politisation? Et évidemment qu'il y a eu un discours présidentiel qui demandait que l'université reste aux universitaires, l'école aux écoliers et puis la politique aux politiciens. Est-ce que vous avez l'impression que ce déplacement a été favorable à la politisation des masses au Cameroun ou au contraire, il faut retourner à l'avant 1990? Bon, je vais dire qu'il n'a que renforcé la politisation de l'université au Cameroun. Pourquoi? Parce que si l'on revient à ces questions de gestion axée sur les résultats, en ce qui est de l'incarcération de certaines autorités universitaires, c'est juste un souci de management. Management dans le sens où ce management a été politisé, où il est préférable de plaire au prince que de concrétiser les objectifs donnés par l'institution universitaire. C'est la raison pour laquelle les recteurs sont toujours nommés au Cameroun et pas élus par leur père, le professeur. Mais disons que le cas où on a adopté un système qui ne va pas être... C'est le système camerounais qui le veut ainsi, que les recteurs soient nommés. Ce n'est pas parce qu'un recteur nommé qui sera moins efficace sur le terrain. Non, je pense qu'il s'agit... Il ne faut jamais oublier que... Il semble dire que par ce fait même, la science est caporalisée. Non, et que dans d'autres pays où les recteurs sont élus par professeur par professeur. Il ne faut jamais oublier que dans toute action, il y a l'équation personnelle qui se joue. Dans toute action, il y a l'équation personnelle qui se joue. Ce n'est pas tous les recteurs du Cameroun qui sont allés en prison. Ce n'est pas tous les doyens qui sont allés en prison. Ce n'est pas tous les chefs de département qui sont allés en prison. Chacun a un rapport. Il y en a qui ont des rapports incestueux avec l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui est allé en prison. Alors, cette image qu'on veut... écoutez, si vous avez sur une centaine de recteurs qui est au Cameroun, 2 ou 3 qui sont allés en prison, mais établissez le ratio. Pourquoi ne voyez pas les choses de cette façon-là? Qu'il n'y en a que 2 qui sont allés en prison. Donc on doit dire 2 qu'il y a un ensemble, mais oui. On doit dire 2 seulement. Et puis maintenant, si on revient même à un certain nombre de choses, vous comprenez, écoutez, ce sont des questions qui sont parfois très sensibles. Qui sont très sensibles. Je préfère me tenir aux choses simples. L'université camerounaise, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, existe. Elle apporte beaucoup au Cameroun, mais elle a appelé à apporter davantage. Et c'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, il est peut-être temps que soit créé, comme c'est fait en Indonésie, à Taïwan, c'est ce qu'ils ont fait, qu'on puisse créer une instance qui coordonne la recherche au niveau national. C'est vrai qu'il y a des programmes, il y a un programme de l'enseignement supérieur, il y a des programmes au Minrésie, encore qu'au Minrésie, aujourd'hui, il y a un gros débat à la présidence qui est, c'est-à-dire aussi le statut du chercheur. Il faut bien qu'on définisse le statut du chercheur au Cameroun. Et puis peut-être là, on verra, peut-être mon ami Edimbi aura enfin ces éléments palpables. Mais je vais dire que l'université camerounaise est présente. Elle se prononce, elle produit.
C'est peut-être ce qu'on donne aux universités peut-être modeste aujourd'hui, mais permet au moins, ce qu'on donne permet au moins aujourd'hui que l'université vive et se prononce un certain nombre de choses. Sur la politisation des campus universitaires. Écoutez, l'université est un milieu qui reçoit une tranche d'âge importante. La tranche d'âge dans laquelle on veut changer le monde. Vous savez, De Gaulle disait, si à 20 ans, vous ne voulez pas changer le monde, et qu'à plus de 40 ans, vous voulez le changer, vous n'avez rien compris à la vie. Et donc, il est normal que l'université qui a ce vivier-là intéresse les hommes politiques, intéresse le milieu politique. Il est aussi tout à fait normal que les intellectuels, ceux qui sont sortis de la caverne et qui voient les choses mieux que les autres, s'intéressent à la politique. Or, la politisation de l'université n'est pas seulement du fait, parce que je vois bien le sourire du monsieur Dimbi, il n'y a pas que le pouvoir qui a intérêt à politiser l'université, il y a aussi l'opposition qui politise l'université. Dans la quête il faut que les rangs grossissent. 30 secondes pour chacun. Moi, je me pose toujours cette question. L'université est essentiellement politique et politisée. Parce que l'université est le lieu de la construction de l'élite qui doit assurer la transformation sociale. La transformation sociale est une orientation institutionnellement politique. Donc, cet instrument qui doit accompagner la transformation sociale, je dis bien accompagner la transformation sociale, doit accompagner les idées qui structurent cette transformation. C'est quoi concrètement? Lorsqu'on dit Cameroun émergence 2035, l'université doit être alignée. Si elle ne s'aligne pas, comment fera-t-on l'émergence 2035? On ne fera pas parce qu'on aura un chaînon manquant dans le grand mouvement. L'université doit être... On y est là, selon vous? Ce n'est pas le débat. Non, je voudrais que vous apportiez également un élément de réponse à cette question. Responsabilité que l'université a pour devoir d'accompagner la transformation sociale qui est structurée dans le cadre d'une orientation politique. Et par conséquent, elle doit être essentiellement au service du politique. Et Jimbi et Noah. Bon, si je me réfère au propos, une fois de plus, du co-panéliste, quand il utilise le terme aligné, là on revient ici à la politisation de la recherche au Cameroun. Mais naturellement, la recherche ne peut pas ne pas être politisée, puisqu'en fait, elle correspond à la recherche des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Cette solution... Mais est-ce que la recherche doit être intéressée par le politique? Ces solutions peuvent être recherchées individuellement. C'est le cadre de la recherche non politisée dont le collègue est en train de parler. Ou alors institutionnellement, c'est le cadre de la recherche politisée dont il ne voudrait pas parler. Bon, si je peux me... Allez-y, vous avez la parole. Il nous reste très peu de temps. En ce qui est donc de cette politisation-là, une fois de plus, je reviens sur l'objectif premier de la recherche. C'est de participer au développement. Et quand l'on parle de développement, il n'y a pas un axe ou bien une orientation de chapelle politique. On présente les faits tels qu'ils sont d'abord en premier. Cela signifie que même si l'on s'exprime sur des questions qui fâchent, il faudrait d'abord que ces questions soient présentées pour permettre que les questions soient adressées avec des intérêts. Très bien. Professeur, félicitations encore. On va mettre la clé sur le paillasson. Merci. Merci. Merci infiniment d'être venu également. Je crois que c'est tout le plaisir pour moi. C'était la première intervention dans les médias camerounais après ce passage de grade du professeur Joël Meyo, enseignant d'université responsable au ministère de l'Enseignement supérieur, qui faisait partie de notre panel ce soir, même titre que Henri Séverin Assembe, qui est chercheur. Je suis promoteur d'un certain nombre privé d'enseignement supérieur. Bien entendu. Et donc, partie de l'université. Partie de l'université camerounaise. C'est ça. Non, partie et partie intégrante. Partie intégrante de l'université, spécialiste des questions des politiques publiques. Merci d'être venu. Merci également à François-Xavier Noah et Zimbi, chercheur associé au Centre africain d'études stratégiques pour le développement. C'était nos invités ce soir dans le cadre de cet autre rendez-vous, le débrief de l'actu sur Canada International. Restez en compagnie de ces programmes, ceux de Canada International. Et à 19h50, pour ce qui est de la suite de nos programmes, c'est le journal, le grand format du soir sur votre télé. Bonsoir.